pour moi, comme je disais, on est dans un entre-deux-mondes et les 5 à 10 ans, elles vont être assez complexes, compliquées. C'est pour ça qu'il est essentiel de développer nos boussoles intérieures pour naviguer dans cette incertitude-là. Le leadership, c'est la capacité à créer des futurs qui n'existent pas. Pour moi, un bon leader, il crée des leaders. Allez. I am the captain of my soul. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 18 de Capitaine au Capitaine, le podcast pour les personnes en quête de sens et de renouveau. Chaque mois, je pars à la rencontre d'un parcours inspirant ou d'un expert du changement pour savoir comment rester durablement les capitaines de nos parcours de vie. Et ce mois-ci, je vous propose les deux à la fois. Mathieu Dardaillon est à la fois un acteur du changement et vit lui-même une grande transition. Et Mathieu, il rêve de devenir millionnaire en impact. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il rêve d'impacter positivement des millions de personnes. Et le plus fou, c'est que ce n'est pas une douce illusion. Depuis un peu plus de 10 ans maintenant, il a mis son rêve en action. Alors si vous ne le connaissez pas encore, laissez-moi vous le présenter. Mathieu est rémois. Il a grandi entre une maman assistante sociale et son DRH de papa. À 18 ans, il cherche toujours son chemin, mais il a trouvé sa voie. Être utile aux autres, avec un maximum d'impact, de sa vie est son premier grand choix. À son entrée à l'ESCP, Martin Hirsch lui rappelle de ne jamais renoncer à ses valeurs. Pour lui, tout c'est clair, il souhaite travailler au cœur des entreprises de cœur. Mathieu a désormais en tête que l'entreprise est un puissant levier d'influence. Il étudie l'entrepreneuriat social avec l'arrogance de l'ignorance. Mais en 2009, il vit la crise financière à l'ombre de Londres. Avec l'économie mondiale, c'est son moral qui s'effondre. Il part en Inde avec son ami Jonas à la rencontre d'entrepreneurs sociaux. Malgré la misère qui l'entoure, il est confronté à ce qu'il y a de plus beau. En effet, pendant ce long voyage, il participe à une expédition apprenante. Pendant 15 jours, avec 450 jeunes Indiens, il sillonne le pays en train, à la rencontre d'initiatives surprenantes. Il découvre qu'il est possible de créer des entreprises à la fois sociables et rentables. C'est le déclic, il se sent prêt à écrire sa propre fable. À son retour, il rédige un article qui décrit son envie d'importer le concept en France. Il est repéré par un fonds d'investissement qui décide de lui donner sa chance. Il s'entoure d'associés et d'experts pour créer Ticket for Change. 10 ans plus tard, ils sont devenus une référence et ont déjà relevé le challenge. Ticket for Change, ou Ticket pour les intimes, a déjà permis de créer des dizaines d'entreprises sociales, accompagner des centaines de salariés à créer leur job idéal et former des milliers de personnes par le biais du digital. Malgré ce succès phénoménal et contre toute attente, Mathieu prend en 2023 une décision importante. Sans quitter complètement l'association, il laisse à ses associés les rênes de la structure. Il sent qu'il a besoin d'une jachère fertile et d'une réflexion pure pour écrire avec clarté les prochaines lignes de son futur. Le voici de retour et plein d'énergie. Il vient nous partager aujourd'hui ce qu'il a compris, ce qu'il a appris, et peut-être, qui sait, ce qu'il a décidé pour son prochain chapitre de vie. Bonjour Mathieu Dardaillon. Merci Baptiste. Bienvenue dans Capitaine au Capitaine. Ça me fait plaisir. Notre première... J'avais décidé d'arrêter de dire ça parce que par définition, si tu es là, c'est que ça me fait plaisir. Mais en tout cas, tu étais sur ma liste depuis un petit moment parce que notre première rencontre, elle a eu lieu il y a 10 ans maintenant. On ne se connaît pas si bien que ça. Mais c'était les premiers pas de Ticket for Change. C'était la première année. Et j'étais venu, moi je rentrais de Tour du Monde avec aussi un déclic et aussi une idée d'entreprendre. Et j'étais venu vous demander des conseils avec Joséphine à l'ESCP, je m'en rappelle. Et puis, j'avais participé au deuxième, je crois que c'était le jury de sélection de la deuxième édition de Ticket for Change. Donc j'avais appris à connaître un petit peu plus personnellement et puis le projet. Et puis on s'est un peu perdu de vue depuis, mais je continue à te suivre sur LinkedIn où tu partages régulièrement des clés pour mieux agir et mieux vivre
dans un monde chaotique. Alors ça a piqué mon attention et ce sera l'objet de notre première partie, savoir un petit peu qu'est-ce que tu entends par là, et puis si tu peux nous partager quelques-unes de ces clés, ce sera tout bénéfice pour nous. Dans une deuxième partie, je suis vraiment intéressé parce que je crois qu'il y a un mot qui nous rassemble tous les deux, c'est le mot de transition, avec un petit T, un grand T, individuel, collectif. Et toi, t'en vis finalement, une fin de cycle, quelque chose que tu as co-créé avec d'autres et sur lequel tu t'es investi pendant 10 ans. Donc, ce n'est pas une mince affaire, cette histoire de prendre une décision, de prendre du recul comme ça. Donc, ça m'intéresse de savoir aussi, pour que ça nous inspire, comment est née cette réflexion, comment tu t'es organisé, etc., etc. Ce sera l'objet d'une deuxième partie. Et puis, en t'écoutant, en te lisant, il y a le mot de leadership qui m'est apparu parce que en préparant, dans plusieurs interviews, tu as déjà dit que toi, tu ne t'étais jamais vu chef d'entreprise ou en tout cas en première ligne, sans dire suiveur, mais en tout cas que tu te voyais plutôt dans un rôle de conseiller, de conseil, de service, au service d'eux. Donc, comment tu as trouvé ta propre posture à travers ces 10 ans d'expérience au sein de Ticket for Change? Voilà, déjà, si on couvre ça, un beau programme. On sera déjà pas mal. Surtout que j'ai pour habitude d'improviser un peu de temps en temps, donc on n'est pas à l'abri d'autres questions. Je t'ai déjà un petit peu présenté, je parlais de cet intérêt que tu as pour le fait de naviguer dans ce monde qui est chaotique. J'ai envie de te poser la question d'emblée, de manière très très large, comment on fait pour mieux agir et mieux vivre dans ce monde qui manque cruellement de repères, quoi. Oui, déjà dire pourquoi ce sujet me touche particulièrement. Donc là, je viens de prendre un temps pour essayer d'actualiser mes visions du monde. Au début de Ticket, c'était déjà il y a une dizaine d'années. Et je considère que le monde a énormément changé en ces 10 ans, notamment sur les 3-4 dernières années. Et donc, j'avais besoin d'un vrai temps long pour comprendre ce qui s'était joué, ce qui se jouait, ce qui émergeait pour le monde futur. Et pendant cette année, j'ai échangé avec plein de gens très différents. Et ça m'a vraiment frappé à quel point des personnes qui peuvent être des jeunes, qui essaient de s'orienter, des quarantenaires dans leur vie professionnelle, ou des dirigeants d'entreprise, ou des conseillers politiques, ou des gens très différents. Et tout le monde, d'une certaine manière, était en perte de repères. Et en creusant, j'ai lu plein de choses. Il y a un article qui m'a vraiment marqué parce qu'il synthétisait plein de choses. Il s'appelle « Bienvenue en temps post-normaux ». Et c'est un futurologue britannique, un prospectiviste britannique qui écrivait ça en disant que on est dans une époque où en fait il y a une complexité énorme croisée à une accélération, croisée en fait l'époque est chaotique, et ce qui fait que on est rentré en temps post-normaux parce que pour une des premières fois de l'histoire, on a d'énormes défis en même temps. Et donc, c'est pas on a un défi et on peut appliquer une méthode de le résoudre et donc d'apporter une solution. C'est qu'on est aujourd'hui à la confrontation de plein de crises, en tout cas de défis énormes, qui sont des enjeux environnementaux immenses, du climat, de la biodiversité, mais aussi on voit bien comment la géopolitique et les guerres, ça vient énormément bouleverser notre quotidien et les priorités. L'économie aussi, il y a des incertitudes énormes. Il y a l'IA qui arrive et qui est un énorme bouleversement. Et on voit bien comment chacun peut être un petit peu... il peut y avoir des craintes. Et mon emploi demain, il va ressembler à quoi? Et mon entreprise, est-ce qu'elle va prospérer si l'IA nous remplace, etc. Donc tout ça, ça arrive en même temps. Et ça fait qu'on est dans un flou, un brouhaha décisionnel. Et donc, je crois que c'est très normal d'être un peu perdu. Que plein de gens vivent ça, qu'ils le disent plus ou moins, que c'est aussi lié à un autre phénomène qui est très important, qui est l'accélération. On vit une accélération. En fait, tout va de plus en plus vite dans nos vies. On reçoit toujours plus de messages, on a toujours plus d'applications sur nos téléphones, on a toujours plus de choses à faire, de gens à qui répondre, etc. Et donc, ça a été très bien théorisé, notamment par un philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa,
Et voilà, il y a l'accélération du temps et on en a une sensation que tout va toujours plus vite. Et quand tout est chaotique et tout va toujours plus vite, on perd la main sur nos vies et on a du mal à rester capitaine de nos vies. Et donc moi, ça me touche parce que, en fait, le sujet de fond que j'essaie d'adresser, c'est comment on amène une nouvelle société plus juste, plus durable, en réconciliant l'économique, le social, l'environnemental. Mais en fait, je me suis rendu compte, attends, mais tout le monde est perdu dans l'époque qu'on vit aujourd'hui. Donc il faut d'abord redonner du pouvoir d'agir, sinon on n'amènera jamais le nouveau monde. Et donc je cherche des clés, des principes et des outils que moi-même je m'applique et que je partage. Et quand ils ont une résonance, j'essaie qu'ils soient diffusés plus largement. Donc c'est ça que j'essaie de faire profondément, des principes et des outils pour redonner du pouvoir d'agir. C'est ça qui me guide en ce moment, effectivement. J'ai l'impression qu'il y a un grand paradoxe, c'est qu'à la fois, tu l'as dit, c'est intergénérationnel, c'est pas la perte de sens, elle n'est pas pour les plus jeunes, pour les plus âgés, on en croise partout. Donc ça concerne tout le monde et ça concerne beaucoup de gens. J'allais dire presque tout le monde, à part celles et ceux qui font le choix plus ou moins conscient de rester dans le déni finalement, de allez, ça va aller. Mais si on se confronte un peu à la réalité du monde, on se dit waouh. Et à la fois, il y a un grand sentiment de solitude par rapport à ça. Que dans tous les regroupements collectifs que tu peux faire sur Ticket for Change ou moi que j'ai pu faire par ailleurs, à la fin, les gens disaient le premier bénéfice pour moi, c'est de me rendre compte que je ne suis pas tout seul à me poser ces questions-là. Donc, je trouve qu'il y a peu d'espace-temps finalement qui sont ouverts pour qu'on puisse parler de ça. Oui, absolument. En fait, pour moi, donc, il y a ce flou, ce brouhaha, ça génère de l'anxiété, du stress. L'anxiété, c'est une certaine peur du futur. Du stress, de la peur. Et tout ça, ça mène à quoi ? Au repli sur soi. Et donc, on est tout seul. Mais pour se sortir, pour se rendre compte que, on n'est pas tout, que, plein de gens vivent la même situation, deux, qu'il n'y a que ensemble qu'on pourra trouver des solutions, et que, en fait, il faut qu'on invente une nouvelle société ensemble. En fait, il faut aider au regroupement. Mais effectivement, donc c'est pour ça que mon premier message, c'est plein de gens sont en train de vivre ce moment où on ne sait plus bien quel est notre rôle, en fait. Il y a quelque chose, en fait, c'est assez intuitif. On sent dans nos corps que ça ne va pas, que notre système ne marche pas. On le sait en voyant plein de chiffres. Et on le sent dans nos corps, mais on a besoin. Et donc, c'est une réaction physique, en fait, d'être perdu et d'être anxieux. Mais en se regroupant et en trouvant des nouvelles manières d'agir, je suis sûr qu'on peut passer de l'autre côté. Et retrouver du pouvoir d'agir, redevenir capitaine de sa propre vie. Mais il faut prendre conscience de cette époque. Il y a quelque chose, moi, une citation qui m'a beaucoup marqué de Gramsci, Antonio Gramsci, qui dans les années 1920, il disait, donc une citation des années 1920, et je trouve que c'est celle qui décrit le mieux ce qu'on vit. C'est « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à émerger, et dans l'entre-deux, dans ce clair-obscur, naissent les pires monstres. » Et donc, pour moi, mon analyse, c'est qu'un ancien paradigme, on sait qu'on est au bout d'un système tel qu'on l'a construit, dès qu'il a été construit, un nouveau essaie d'émerger, mais on est dans cet entre-deux. Et on a cette perte de repère d'être dans cet entre-deux-monde. Et donc, on y viendra après, mais lumière dans cette obscurité, quoi. À mon échelle, je pense que j'essaie de partager ce que j'ai pu découvrir, et on y viendra plus tard. Mais le rôle des leaders, c'est de faire émerger ce nouveau monde, de vivre dans le nouveau monde pour l'amener aujourd'hui. Alors, c'est une phrase que j'ai entendue pour la première fois dans la bouche de Mathieu Baudin, je crois, de l'Institut des Futurs Souhaitables, qui décrit un petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse, donc on a plutôt tendance à se concentrer notre attention actuellement sur tout ce qui va mal, j'allais dire, ou en tout cas qui peut être inquiétant, la montée des extrêmes, cette tension géopolitique qu'il y a dans le monde, l'avènement de l'IA, comme tu dis, où on se dit, on voit ça comme un danger. Est-ce que et pour autant, il y a plein de choses, plein d'initiatives dont on entend moins parler qui existent. Donc, et si j'ai bien compris, en sous-texte, c'est un peu ton premier conseil, c'est d'aller aussi se connecter à ces initiatives qui font du bien, montrer que ça existe aussi, même si on met peu de lumière là-dessus. Est-ce que, je fais un peu mon avocat du diable,
Est-ce que l'arbre risque pas d'écraser les jeunes pousses? Parce que on parlait de chaos, mais est-ce qu'on a vraiment touché le fond? Est-ce que ce changement, est-ce que l'émergence de ce nouveau paradigme va éclore comme ça, ou est-ce qu'on risque encore de vivre de nombreuses crises? On ne sait pas. Je sais que tu n'as pas la réponse, mais comment tu vois les prochaines années? Peut-être c'est un autre. Mais fondamentalement, on ne sait pas et on rentre dans un monde où on n'a aucune certitude. La seule certitude, c'est l'incertitude. Comment je vois les années qui arrivent, pour moi, comme je disais, on est dans un entre-deux-mondes et les 5 à 10 ans, elles vont être assez complexes, compliquées. C'est pour ça qu'il est essentiel de développer nos boussoles intérieures pour naviguer dans cette incertitude-là. Parce que moi, je pense qu'on est à la conjonction de plein de crises, qu'un ancien monde, en fait, il fait tout pour qu'il continue, qu'il perdure. Et donc, avant qu'émerge une nouvelle société, je pense qu'il y a cette période-là qui n'est pas évidente. Voilà. Attendre que ça aille un peu plus mal avant d'aller mieux. Et comme tu dis, tout est incertain. C'est le fameux signe noir de Taleb qui dit... il y a certainement quelque chose, et l'histoire nous l'a montré, qui arrivera que personne n'avait prédit et qui changera tout, en fait. Ouais. Quoi. Absolument. Et pour autant, je crois que c'est le choix de chacun de décider comment on voit le monde. Ça veut dire que, mais tu l'as dit en quelque sorte, mais je crois qu'on peut choisir les lunettes qu'on met, le regard qu'on porte sur le monde. Et donc là où on peut voir que des grands problèmes qui nous accablent, on peut aussi se dire... que c'est une incroyable aventure qu'on vit, qui est celle de changer nos manières de voir le monde, de vivre, d'agir au quotidien. Pour moi, l'immense défi auquel est confrontée l'humanité, c'est que notre modèle de développement aujourd'hui, il a apporté énormément d'apports de confort, de développement économique et humain, et en même temps, il reste des inégalités incroyables et insoutenable, et surtout, je ne sais pas si c'est surtout, mais de toute façon, il n'est pas pérenne parce qu'on dépasse les limites planétaires. Donc ça veut dire que de toute façon, ça va à l'encontre du vivant et de nous-mêmes. Sur 9 limites planétaires, ça veut dire 9 limites qu'il ne faut pas franchir pour que la vie continue à vivre sur Terre, on en dépasse 6. Donc il faut réapprendre à plusieurs milliards à revenir dans les limites planétaires. Et ça, c'est changer nos comportements. Et nos habitudes. Et on peut se dire que c'est la catastrophe et qu'il y a une urgence d'agir, ou alors que c'est une magnifique aventure à vivre. Qu'est-ce qui fait que tu y crois, toi? Qu'est-ce qui fait que tu crois parce que ça peut être facile, j'allais dire, de dire on n'y arrivera pas, l'humain finalement il s'autodétruit, il est bête. Qu'est-ce qui fait que tu as foncièrement la foi d'agir comme ça et que tu crois à un futur J'ai vécu plusieurs moments. En fait, il y a un modèle qui m'a vachement inspiré cette année, qui a résonné chez moi. C'est quand j'ai découvert le pré-tragique, tragique, post-tragique. Donc, c'est 3 niveaux de conscience. Le pré-tragique, c'est, tu dis, il n'y a pas vraiment de problème, tout va bien. Et s'il y a un problème, on saura le traiter parce que nos manières de faire vont bien, puis on aura les capacités de le traiter, tout va bien. On est pré-tragique. Le tragique, c'est tu te dis, oh, il y a un énorme problème, et tu as une entrée par, quel que soit ton sujet, tu as une entrée. Pour beaucoup, ça va être le climat, mais pas que, il y en a d'autres, ça va être les inégalités, etc. etc. Et puis, oh, en fait, c'est pas qu'un problème, il y a plein de problèmes, et ils sont tous liés. Donc, ils sont tous liés à un système, à un paradigme, et donc on va jamais s'en sortir. Et donc là, tu peux être déprimé, complètement accablé, être écrasé par tout ça, et tomber en dépression potentiellement. Tu es dans le tragique, tu tombes en dépression, ou alors tu peux être dans une énergie de sauveur et te cramer à essayer de changer ça. Mais tu t'oublies en faisant ça. Ça, c'est le tragique. Et il y a un troisième niveau de conscience qui est le post-tragique. Et le post-tragique, c'est que tu retrouves ta joie de vivre. Tu n'es pas naïf, il y a ces défis-là, ils existent, tu en es conscient. Et tu agis au quotidien éclairé par ces enjeux, dans la conscience qu'ils existent, tout en ne te faisant pas accabler. Tu fais ce qui te nourrit,
C'est parce que ça te donne du sens à ta vie, en fait, de contribuer à ces grands défis-là. Mais tu ne te mets pas une charge surhumaine sur les épaules et ça redonne du sens. Donc pourquoi j'y crois ? J'y crois parce que je fais le choix d'être dans cette posture-là et que c'est comme ça que ça donne du sens aussi. Et qu'en voyant le monde comme ça, je pense que c'est comme ça qu'il peut advenir. C'est qu'en en projetant un nouveau monde différent qu'on pourra le faire advenir. Ça, pour moi, ça ne sert... Enfin, la prise de conscience que... Enfin voilà, je préfère j'ai besoin d'être dans cette énergie-là et c'est comme ça que je pense que le nouveau monde peut arriver. Ok. Pour celles et ceux qui voudraient voir, c'est de qui ce modèle ou cette lecture faudrait que je retrouve la source. Okay. Ça fait penser un peu à l'échelle des consciences de Hawkins, mais j'aime bien ce côté prêtage. Je te le repartagerai. Voilà, on le mettra en description. Tu parlais tout à l'heure de boussole. Merci déjà de filer l'analogie des capitaines. Tu parlais de boussole, un peu un terme peut-être de compétences à développer dans ce 21e siècle, dans cette époque post-normale. Ce serait quoi pour toi les principales compétences ? C'est un sujet qui a beaucoup été évoqué, les compétences du 21e siècle. J'ai plus envie de te demander dans ta fibre personnelle, qu'est-ce que tu penses être clé pour être capitaine de sa vie ? Je creuse ces sujets-là en ce moment, donc creusons c'est mon exploration, donc je dis en vrac des choses. Il va y avoir la créativité et l'imagination. Okay. Tu vois, c'est une des compétences qui est mise en avant par le chercheur que je te mentionnais, qui disait on est rentré en temps post-normaux. Et donc, lui, il dit c'est essentiel la créativité et l'imagination parce qu'on ne peut pas inventer un futur différent si on n'a pas ça. Et donc, être capable de sortir de nos cadres de pensée pour inventer quelque chose de différent, de désirable, c'est essentiel. L'humilité aussi, de dire qu'on n'a pas les réponses à nos grands défis, et c'est parce qu'on fait de la manière dont on fait aujourd'hui qu'on ne trouve pas nos réponses, donc on ne sait pas, il faut changer la manière d'adresser nos problèmes. L'humilité, je pense, c'est absolument clé. Pour moi, il y a la capacité à distinguer ce qui est essentiel du superflu. Ce qui est essentiel du superflu, c'est qu'est-ce qui est le plus important ? Revenir à l'essentiel dans nos valeurs aussi, dans nos vies, qu'est-ce qui est le plus important ? Mais aussi dans la profusion des choses du quotidien. Où est-ce qu'on met notre énergie pour vraiment faire avancer les choses dans des domaines et pas se disperser ? Tu vois, il y a je suis en lien avec plein d'acteurs de changement et je vois j'appelle quelque chose, il y a un syndrome que je vois, c'est un peu être FOMO des enjeux. FOMO, tu sais, c'est Fear of missing out, c'est la peur de rater quelque chose et donc de faire un peu tout. Et donc tu veux être sur tous les sujets, tu veux prendre toutes les balles et tout, tu fais plus rien à la fin, tu t'es juste épuisé dans tous les sujets. Donc aller à l'essentiel, aller en profondeur et faire une vraie avancée. Et si chacune est dans cette démarche-là, alors collectivement, on fait tous des avancées. Mais si chacun fait un peu de tout, personne n'avance. Il y a donc ça, pour moi, c'est une capacité stratégique très importante. Il y a la capacité à trouver le bon rythme. Pour moi, il y a je décrivais le phénomène d'accélération où tout va de plus en plus vite dans nos vies et on a toujours de plus en plus d'interruptions. Il y a quelque chose qui m'a extrêmement marqué, c'est j'échangeais avec un ami, Ludovic, et je le questionnais, qui a une 50aine d'années, je lui disais, pour toi, c'est quoi la différence d'interruption, de messages reçus, de choses qui t'interrompent dans ta journée entre 1990 et aujourd'hui ? Et je pensais qu'il dirait 1 à 10, 1 à 20, 1 à 100. Il me dit 1 à 1000 pour lui. Donc c'est du ressenti, c'est pas forcément la réalité. Mais 1 à 1000, donc on n'a plus la capacité à penser parce qu'on est sans cesse interrompu. Et donc il faut redonner du temps long. Une des compétences nécessaires, c'est retrouver du temps long. En gros, si on pense qu'on est en train de vivre une renaissance, alors il faut s'inspirer de personnes qui ont créé la Renaissance. Ils avaient du temps long pour inventer des œuvres et une autre manière de voir le monde. Léonard de Vinci, il a mis plusieurs années à faire sa Joconde. Je veux dire, il n'avait pas que 2 heures coupées de plein d'interruptions. Donc, on ne peut pas inventer un nouveau monde si on ne remet pas du temps long. Et donc, il faut avoir cette capacité de trouver ce rythme-là au quotidien.
Je pense que c'est absolument clé. Sinon, on perd la main sur nos vies, en fait. On se fait balader. On n'est pas capitaine. On est, le GPS, il nous dit toujours d'aller sur des objets brillants qu'on nous envoie. Ok. Qu'est-ce qu'on fait Donc, j'ai bien compris la créativité. Alors, la créativité, c'est vrai qu'on a tendance à penser aux artistes, mais c'est trouver des solutions inédites à des problèmes complexes, en fait. Y compris dans nos propres vies, quoi. Ouais. Je relis ça aussi, alors quand tu disais d'humilité, mais peut-être à la capacité de nuance, c'est-à-dire de sortir du blanc-noir. Ouais. Est-ce que je quitte mon job ou je monte une entreprise? Est-ce que je reste avec ma femme ou je divorce? Est-ce que je veux vivre à la ville ou à la campagne? J'ai l'impression que dans la complexité, tout se cache derrière les 50 nuances de gris. Là. Ouais, absolument. Donc, je redirais ça à ça. Tu as parlé d'humilité, gestion du rythme et aller en profondeur. Et plein d'autres choses, oui, je pense. Bien sûr. Ouais. Je n'attendais pas une réponse exhaustive, mais c'est intéressant que tu mettes la focale là-dessus. Sur la base de ton témoignage, alors témoignage personnel, mais aussi de tes 10 ans de vécu à voir des gens qui venaient chez Ticket for Change, soit pour monter une entreprise sociale, répondre à un défi, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se sent justement perdu, qui n'a pas forcément envie de changer le monde, qui n'a pas forcément envie de s'investir dans les défis, mais juste qui doit trouver des nouveaux repères? Ce serait quoi les petits trucs et astuces que tu pourrais donner pour essayer de reprendre la barre, comme j'aime bien dire? Ça dépend le niveau de temps et d'énergie que la personne veut y consacrer. Pour toi, ce serait quoi, 2 heures ou c'est vraiment il y a 3 mois consacré à ça? Non, pas forcément ni l'un ni l'autre, mais peut-être qu'est-ce que je fais allez, disons en y dédiant quelques... imagine un contexte normal de quelqu'un qui a un travail, des enfants, qui doit mener cette réflexion-là en parallèle, qui a toutes ces interruptions de la vie, la voiture à emmener au garage, les impôts à payer. Comment on disrupte un petit peu nos vies déjà très balisées pour se redonner un peu de souffle? Pour moi, c'est important de trouver de l'énergie dans ces réflexions-là et d'être un peu inspiré, de retrouver un peu du rêve, de l'énergie positive, de qu'est-ce que ça pourrait être de différent. Il y a un exercice que je suggère dans Activer vos talents, ils peuvent changer le monde, un de mes livres, et que je trouve qu'il y a une puissance, que moi j'utilise en fait tout le temps, c'est l'exercice des rôles modèles, des inspirateurs, inspiratrices. Et c'est trouver... Donc la question c'est juste, qui sont les personnes qui t'inspirent par ce qu'elles sont, ce qu'elles font? Et en lister une dizaine, en lister 10. C'est pas forcément Gandhi, ça peut être mon tonton qui est super courageux. Exactement. Et sans se censurer. Ça peut être Gandhi et mon tonton. C'est OK de dire Gandhi aussi. Voilà. Ça, c'est la première chose, lister une dizaine. Et ensuite, se demander pourquoi. Qu'est-ce que je trouve d'inspirant chez ces personnes? Et il va y avoir les 2-3 traits. On n'est pas obligé de tout aimer chez cette personne. On ne connaît pas tout, d'ailleurs, de la vie de Gandhi, etc. Donc, voilà, quel aspect je trouve remarquable, m'inspire chez mon oncle ou chez Gandhi. Et en ayant l'ensemble de ces éléments-là, en fait, ça résume extrêmement bien ce qu'on aimerait plus devenir. C'est incroyable comme exercice parce qu'en fait, il y a 2 choses. C'est une vision positive de ce que l'on pourrait faire, ce qu'on pourrait être. Et quand on met des rôles modèles, c'est qu'on trouve quelque chose un peu chez eux que l'on pressent chez nous, mais qu'on n'a pas pleinement activé. Et donc, juste avec cet exercice-là, par exemple, ça peut être une première clé. Sachant que peut-être ce qui est important, je pense, pour une transition de vie, c'est avoir un cap, c'est-à-dire savoir un peu ce qu'on veut retrouver et ce qu'on veut plus retrouver, et puis trouver plus personnellement ce qu'on peut apporter. Le travail sur les talents, je pense qu'il est très important. Donc le cap, c'est plus le domaine dans lequel on va pouvoir l'exprimer, mais aussi travailler sur bien se connaître et savoir sur quel type de talent on peut exprimer. Et c'est en jouant sur ces talents-là qu'on a notre plein potentiel et aussi que ça nous procure de l'énergie. Voilà, en quelques mots. Ok, donc se créer des bulles à notre rythme, s'inspirer de ce qu'il y a autour de nous, des personnes. Ok.
Moi, j'avais appelé ça mon portrait robot moral, tu vois. Des fois, on fait un portrait robot, j'aimerais avoir les yeux de machin, le nez de truc. Là, un peu pareil, de dire je voudrais avoir le courage de mon tonton, la résilience de. Exactement. Ok. Tu parles beaucoup de talent, déjà dans ton livre, on peut le renommer, activer vos talents, ils peuvent changer le monde. C'est quoi un talent pour toi ? Un talent, c'est ce que l'on fait très bien, facilement, naturellement, qui a beaucoup de valeur pour les autres et qui nous génère de l'énergie. Donc, un talent, c'est pas que Mozart, Mbappé et les grands génies. Tout le monde en a. Notre système éducatif ou le monde de l'entreprise ou notre environnement nous a pas toujours aidé ou rarement aidé à les déceler, les révéler, les activer, les déployer. Mais donc, ce sont des choses que l'on a en nous, qui sont faciles pour nous et naturelles, et qui nous procurent de l'énergie. C'est différent des compétences. Des compétences, ce sont des choses que l'on fait très bien, qui ont beaucoup de valeur pour les autres, mais qui nous coûtent en énergie, parce que c'est moins naturel pour nous. Et donc, le fait de découvrir ses talents et de jouer pleinement avec ses talents, c'est là où on est à notre plein potentiel. Pourquoi ? Parce que c'est là où on a le plus d'apport aux autres, et où c'est très durable comme engagement parce que ça nous procure de l'énergie. Donc c'est quand on ne joue pas dans notre zone de talent qu'on est à risque, on se fatigue, on s'épuise, etc. Mais là, on se recharge en fait quand on est dans cette zone-là. Alors, pour l'illustrer, je te propose d'être concret. Ouais. C'est peut-être de partir de tes exemples. C'est quoi tes talents ? J'ai un talent, c'est je sens ce qui émerge. Je sens dans des situations, dans des personnes ou dans le monde, je sens des choses, des potentiels émergents. Il y a un exercice qui est super que j'ai fait qui s'appelle les personnages talents. C'est tu décris tes talents, c'est inspiré des archétypes de Jung, c'est l'Institut Aristote et Stéphane Diotre qui ont modélisé ça. Et donc j'ai travaillé, j'ai 8 personnages talents. Il y en a un, c'est l'ermite intuitif. Donc j'ai un de mes talents, j'ai besoin de me retirer du monde pour me ressourcer, et c'est ce qui me permet de sentir ce qui émerge. Okay. Ça, c'est facile pour moi. Sentir le zeitgeist, quoi, l'énergie du moment. Exactement. Du moment. Okay. Exactement. Les Chinois diront le J. C'est ce qui n'est pas encore perceptible, mais c'est les facteurs porteurs de demain. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui me vient. Un autre talent que je vais avoir, c'est je vais adorer modéliser ce que j'ai vécu pour le partager. Donc, je vais avoir un peu un esprit d'architecte modélisateur. C'est ce que je fais quand je fais mes livres. C'est que par rapport à mon expérience, celle des autres, tout ce que j'ai vu comme ressources, c'est facile et hyper énergisant pour moi de combiner tout ça, le rendre le plus simple possible, le rendre accessible et le partager pour que les autres puissent s'en emparer. Ça, c'est quelque chose aussi qui me nourrit énormément. Voilà, pour donner un autre exemple. Il y a plein de choses pour lesquelles c'est facile pour les autres, et moi, ça me coûte énormément d'énergie. Donc, tout mon enjeu, c'est de focaliser pleinement là-dedans. Comment on fait, puisque c'est souvent inconscient, puisque c'est tellement naturel Exactement, pour nous que c'en est souvent inconscient, que l'école ne nous aide pas forcément, ni l'entreprise d'ailleurs, à mettre le doigt dessus. Comment on fait pour les révéler, pour connaître nos différents talents ? Comment tu t'y es pris, toi ? Ce qui est intéressant, c'est que c'est en prenant du recul qu'on peut s'en rendre compte, mais c'est par l'action qu'on peut les découvrir et les révéler. Ce n'est qu'en essayant, ce n'est que par l'expérience que l'on peut découvrir que c'est un talent. Parce qu'on ne pouvait pas l'estimer avant. C'est en relisant des expériences. Et un des outils qui est beaucoup proposé chez Ticket for Change, c'est faire sa ligne de vie. Et la ligne de vie, c'est tu vas relire les différents moments de ta vie, les hauts, les bas, ce qui t'a donné de l'énergie, ce qui t'en a coûté, là où tu as été très bon, là où tu l'as été moins, là où tu n'as été pas à l'aise, ça a été un moment de difficulté pour toi, etc. Et en relisant ça, tu fais émerger les situations où tu as le sentiment d'avoir été à ton plein potentiel. Et donc, qu'est-ce que tu as mis en place ? À quel talent ça fait référence ? Donc ça peut être un travail qu'on peut faire soi-même. Ça peut être aussi, c'est important aussi, je pense, de questionner les autres autour de nous.
en leur demandant, par exemple, dans quelle situation tu m'as trouvé remarquable, un petit peu, quelles sont les 2-3 situations où j'ai été dans mon plein potentiel selon toi, où j'ai vraiment exprimé mes talents, où tu te souviens que j'ai apporté quelque chose de très différent et j'ai apporté beaucoup de valeur. Et puis les autres, ils ont toujours des exemples très concrets, et ça, c'est très nourrissant parce que, encore une fois, les talents, c'est facile pour nous, on apporte beaucoup de valeur, mais on ne le voit pas forcément. Et on apporte beaucoup de valeur aux autres. Donc c'est super important de leur demander, en fait, donc de prendre des feedbacks de gens très différents. Ça peut être dans un cadre familial, avec des amis, dans le monde du travail, des collègues, des clients, etc. Et en travaillant sur soi, en relisant, on peut aussi faire des tests, il en existe plein. Et en demandant aux autres, normalement, là, on a de la matière pour se dire, OK, ça, c'est dans ma zone de génie, c'est dans mes talents. Okay. Donc, introspection, relecture des situations passées pour voir un petit peu, essayer d'extrapoler ce qui émerge à chaque fois, ce qui est récurrent peut-être, d'identifier des patterns et puis de solliciter son entourage. C'est pas comment tu me trouves génial, mais voilà. C'est dans quelle situation j'ai été génial. Parce que tout le monde est génial. Ouais. Et bon, voilà, les talents, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a l'impression que ça peut être pédant, se la péter un peu, de raconter ses talents comme ça. Et donc, voilà. Mais on a tous une zone de génie et des talents. Et donc, c'est important d'en être conscient. Et en amenant bien la question à ses proches, en fait, ils seront trop contents, de répondre à cette question-là, et en plus, en retour, d'avoir les mêmes éléments. Et puis, ça pourrait les aider aussi. Je suis salarié, je me sens un peu étouffé dans mon job. J'aime bien ce que je fais, tu vois, mais pas, ça me fait plus rêver. Je sais pas ce que je veux, mais j'ai envie de réinventer mon job. Donc peut-être que je suis candidat pour un de vos programmes Corporate for Change. Mais qu'est-ce que je peux faire pour justement plus injecter de mes talents dans mon boulot ? Est-ce que je vais voir mon boss et je lui dis, je veux réinventer mon travail ? Comment on intègre ça quand on est salarié, que faut bien qu'on gagne sa vie aussi, puisque c'est une dimension importante qui bloque beaucoup de personnes aussi. Donc il n'y a pas la vision romantique de je vais faire ce que je veux. Voilà, comment on peut faire ça quand on est sans forcément monter une boîte sociale ou changer complètement de boîte ou de secteur d'activité ? Ça dépend énormément du contexte, de la taille de l'organisation, de ce qu'elle fait, de la culture aussi, je dirais, managériale de l'entreprise. Peut-être une chose qui me vient, c'est d'évaluer un peu les marges de manœuvre qu'il y a dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui vont être très ouvertes à ce qu'on fasse des propositions pour redéfinir un petit peu nos missions en fonction d'envie et de talents qu'on pourrait avoir. Donc ça, il faut y aller à fond. Il faut proposer, il faut être proactif. Et donc en disant j'ai très envie d'explorer ce projet-là, j'en ai fait une note d'une page pour dire ce que j'aimerais que ça apporte. Je pense, tout le défi, c'est de relier à comment nous on va pouvoir apporter ça, mais comment c'est relié avec le cadre de l'entreprise, comment ça va servir l'entreprise et ses enjeux, et comment ça peut être vu comme important. Voilà, il faut essayer de faire ça. Et puis après, on peut aussi développer, s'il n'y a pas ce cadre-là, on peut tester à côté, faire son laboratoire où on développe ses projets. Le side project, le projet exactement. Projet en parallèle, en parallèle, et puis après, soit on l'implémente dans l'entreprise parce qu'il est un petit peu plus costaud et donc on a plus de choses à montrer et donc c'est plus convaincant pour l'entreprise, ou alors on le continue à le développer à côté, ou en tout cas il y a plein de manières. Je dirais ça dépend beaucoup du contexte, des envies et des contraintes que l'on a chacun. Ça résonne beaucoup avec un conseil qu'on m'a donné très jeune. On m'a toujours dit, c'est à toi d'inventer ton prochain boulot, même au sein de la structure. C'est-à-dire qu'on m'avait conseillé à l'époque, ça m'est resté très fort, de dire, ok, t'es payé aujourd'hui pour un job, mais si tu vises, et même si tu dois en inventer un nouveau, fais-le déjà avant qu'il existe, ou en tout cas, donne de la visibilité à ce projet. Bon, ça rejoint la croyance d'être capitaine de sa vie et d'agir ce sur quoi on a du pouvoir. Mais ok. Ou alors, ça peut être, comme tu le dis, à côté. Encore une fois, c'est une autre manière de voir
la nuance entre est-ce que je quitte mon boulot, est-ce que je démissionne ou est-ce que je reste frustré dans ma boîte. Oui. Il y a des choses qu'on peut lancer. Il y a le statut d'auto-entrepreneur aussi qui est aussi intéressant pour tester des choses, mais même sans formaliser, sans facturer, c'est déjà de faire des premiers petits pas. Ouais. Ok. Très bien. Je crois qu'on a un peu fait le tour sur cette notion-là, à moins qu'il y ait quelque chose qui te tienne à cœur de partager sur ce monde chaotique de manière supplémentaire. Il y a peut-être pour être concret aussi sur comment naviguer dans l'incertitude. Il y a un post que j'avais fait et qui a pas mal résonné et qui est un outil tout simple qui moi m'a aidé donc c'est un post que j'avais fait sur LinkedIn qui est autour de ça s'appelle ABZ. Framework, j'aime bien le mot framework en anglais, grille de lecture, ABZ on dira. Et en fait c'est quoi? C'est que souvent on peut être un peu accablé par plein de possibilités. Il y a plein de choses et on ne sait plus par où commencer, quoi choisir. On a plein d'idées mais on ne sait pas quoi prioriser. On a plein de sollicitations mais on ne sait pas quoi faire. Bon, ABZ, ça simplifie et ça met en mouvement. Donc je trouve ça super utile. Moi, ça m'a vachement aidé aussi à des moments. A, c'est la situation actuelle où j'en suis. Z, c'est mon cap. Je suis capitaine de ma vie. J'ai mon cap. Je rêve de ta. Et B, c'est mon prochain pas. Mon B, c'est la prochaine étape. Et à partir du moment où j'ai défini B, je focalise à 100% sur B. Et C viendra bien au bon moment. Et D et E. Mais je mets un peu en suspens D, E, F, G. Ils viendront bien. Je focalise sur B. J'y vais. Je me mets en mouvement. Donc, je ne sais pas... je rêve d'écrire un... actuellement, j'ai plein d'idées. Z, je rêve d'écrire un livre. B, je crée un premier jet du plan ou alors je précise pour qui il va s'adresser. Voilà, c'est tout. La théorie du petit pas, mais mêlée avec le fait d'avoir un cap puissant. Alors, en général, un cap, c'est un horizon pas forcément très concret pour le coup. C'est une direction presque philosophique, j'allais dire. Mais qui nous permet de rester dans une direction où on ne se perd pas non plus, quoi. Oui, le cap, c'est important que le Z, il donne de l'énergie. Le Z, il peut être un peu flou, mais il donne une envie énorme d'y aller. Et ça, pour moi, ABZ, ça peut marcher pour la stratégie d'une boîte, en fait. C'est dans un monde hyper incertain, complexe. En fait, il faut qu'on soit focalisés tous ensemble sur des objectifs les uns après les autres. On a notre cap, mais on prend les défis les uns après les autres. On ne peut plus faire des plans d'action comme avant. Oui, un business plan à 3 ans aujourd'hui, dans un monde qu'on dit volatile, incertain, complexe, ambigu. Bon, c'est pour faire plaisir éventuellement à notre banquier, mais je crois qu'il demande même moins ça maintenant, parce qu'on ne sait pas finalement. Et c'est vrai que le CDEF... on peut passer du temps à l'imaginer, mais il sera certainement différent de ce qu'on avait imaginé. Donc j'aime bien ça. C'est aussi se connecter entre je trouve que tu parlais du temps long à un moment donné. C'est réconcilier le temps long et le temps court. Ça, je trouve qu'il y a une vraie logique pour les personnes qui sont en quête de sens. Je trouve qu'il y a une vraie logique de est-ce que ce que je fais aujourd'hui résonne avec mon Z, c'est-à-dire avec ce à quoi j'aspire. Alors, c'est pas le Z, si je le comprends bien dans ce que tu dis, c'est pas je veux gagner tant d'argent dans le futur ou être dans telle situation ou être dans... voilà, c'est pas aussi concret que ça, mais c'est plus une... À la limite, il peut être ce qu'on veut. Oui, c'est vrai, à partir du moment où il est suffisamment clair, suffisamment flou pour se mettre en mouvement et avoir l'énergie d'y aller. Mais voilà, effectivement, c'est plus une direction... d'un futur rêvé. Qui peut être fait, le Z, c'est le vision board, là, le tableau de visualisation. C'est un peu mettre des images de ce qui nous inspire et puis de l'afficher. Top. Bon, toi, tu n'as pas changé forcément ton Z, puisque ça reste le développement du pouvoir d'agir. On a toujours du mal à transférer ce mot, à traduire ce mot d'empowerment en français, en capacitation. C'est pas très beau, mais en tout cas, voilà, redonner du pouvoir d'agir aux personnes. Donc ça, je crois que ça reste valable. Par contre, tu changes pas mal ton ton cheminement, puisque, je le disais en introduction, tu as pris cette décision qui est quand même pas anodine et qu'on voit pas tous les jours. Normalement,
même si Ticket est une association, tu étais le chef de file quand même de cette organisation. Et en général, on la quitte quand on se plante, quoi, ou quand on nous vire. Mais toi, tu décides, après 10 ans, de passer la main. Qu'est-ce qui a amené cette décision? Comment tu as senti que tu étais en fin de cycle? Il y a plusieurs facteurs en même temps. C'était il y a à peu près un an et demi. D'abord, j'avais un besoin de me régénérer. 9-10 années d'entrepreneuriat social, c'est très exigeant. C'est plus dur, tu crois, que l'entrepreneuriat classique? Je pense que c'est plus exigeant encore parce que tu dois piloter une valeur, ton impact au même niveau que ton modèle économique, et avoir une attention particulière à comment tu fais les choses pour incarner les messages que tu prônes. Tu te mets une exigence supplémentaire sur le chemin. Et tu t'imposes une exemplarité supplémentaire parce qu'on t'attend au tournant sur le côté humain aussi. Il y a de ça. À l'intérieur de l'organisation. Et donc, tu dois piloter et surtout, quand tu veux maximiser ton impact sous contrainte de modèle économique, c'est des choix qui sont beaucoup plus complexes au quotidien, en fait. Et donc ça, il faut inventer les nouvelles manières de décider là-dessus. Donc, et les modèles économiques, il faut encore les inventer. Donc c'est usant. Je trouve que c'est passionnant, extraordinairement passionnant. Et 10 années, dont 2-3 du Covid, où ton métier, c'est de donner de l'énergie aux gens pour qu'ils croient en leurs rêves, ils se lancent, ils activent leurs talents, etc. Il y a juste un moment où j'avais besoin et envie de recharger ma jauge d'énergie. La deuxième chose, c'est que je voyais moins clair sur les prochaines étapes. Ça veut dire que pour moi, je suis assez intuitif et je sais à peu près toujours ce qui vient. Et là, c'était moins clair pour moi. Je considérais qu'on avait testé énormément de choses et je sentais moins ce qu'on allait tester dans l'année qui venait, les 2-3 années à venir. Et ça, donc, c'était un signe important pour moi. De dire, OK, ça veut dire quoi si je sais moins? Donc, il faut que je prenne du recul et surtout que je passe la main au moment avec des gens qui vont pouvoir amener ce nouveau souffle. Et puis, j'avais envie de creuser en profondeur plein de sujets qui m'appelaient, qui, au fond, je cherche quels sont les leviers qui peuvent nous permettre de répondre aux grands défis, mais de manière plus efficiente. J'ai besoin de temps pour creuser en profondeur ça, qui peuvent être liés à la systémie, à la psychologie, à la philosophie. J'ai creusé plein de domaines, en fait. Et tu as besoin de temps long pour faire ça. Et donc, il y a ce choix de passer la main. Et en fait, je suis super content parce qu'on l'a fait d'une manière fluide et qui permet que les fondations de Ticket soient très solides. C'est Joséphine qui a pris la suite, qui est cofondatrice depuis le tout début avec moi. Et donc, on est tout le temps en lien aussi. Et je trouve ça génial la manière dont elle a repris la suite avec toute l'équipe et se réapproprie dans une continuité et une réinvention. Donc c'est super. Je trouve qu'on a créé ce fonctionnement, cette fluidité-là. Et donc je suis très confiant pour ça. Et moi, j'essaie de contribuer là où on me propose de contribuer avec tout ce que j'explore, en fait, comment je peux amener ça dans le projet pour l'aider dans le cœur des pédagogies, etc. Comment tu t'es organisé ? Est-ce que tu avais déjà un objectif précis ? Est-ce que tu as navigué à vue, comme on dit ? Ouais. Est-ce que tu t'es parti en repos d'abord en disant « il faut que je repose le corps, je me fais des bonnes vacances et on verra après ». Comment tu as organisé ça ? Mon intention était très claire. Donc mon cap était clair. Mon Z était clair de cette année. J'ai commencé par un temps de vide où je suis allé dans des lieux ressourçants et je me suis forcé à ne rien faire, entre guillemets. T'es allé où ? Par exemple, la première semaine, j'étais dans un monastère sur l'île de Lérins, en face de Cannes, qui est un endroit magnifique.
Et puis j'ai eu la chance d'être accueilli dans différents lieux, écolieux, etc. Et donc c'était très... voilà, ça me permettait on va dire, de recharger les batteries. Ensuite, je me suis nourri de plein de choses. Mais si tu veux, j'ai pas prévu. Enfin, j'ai vraiment fait... pendant toute cette année, j'ai suivi la sérendipité, en fait. Je n'ai pas fait de plan. Donc j'ai essayé d'autres méthodes de construction des choses. Je me suis inspiré de différentes choses, de la théorie U notamment, que j'ai essayé de vivre pleinement, d'Otto Scharmer. Que tu as rencontré d'ailleurs. Oui, que j'ai eu la chance de rencontrer en mai, quand il était de passage à Paris. C'était très nourrissant, très inspirant. Et donc, en fait, mon intention claire, j'avais une liste de possibles, de plein de choses que je pouvais faire. Et en fait, j'ai fait confiance. Quand on me proposait quelque chose qui répondait à l'intention, je disais oui. Et du coup, ça m'a amené à faire des choses très différentes, où je suis allé sur le terrain, là où on m'invitait, où j'ai lu en fait les articles ou les livres qui venaient, comme ils venaient, si tu veux. Donc, et a posteriori, je peux dire que, je me suis beaucoup nourri sur le monde qui change. 2, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et en fait, voilà, continuer à bien me connaître et savoir où j'ai envie de mettre mon énergie. 3, j'ai travaillé des compétences qui, je considère, m'avaient manqué à des moments, qui peuvent être sur l'écologie personnelle, le rythme, les modèles économiques. Sur la créativité, je n'arrivais pas suffisamment à la mettre au cœur de ce que je faisais, ou l'influence, comment tu fais dépasser des idées et qu'elle vraiment elle déclenche des choses, voilà, et le leadership que tu mentionnais. Donc j'ai creusé pas mal de choses autour de ça. Et puis par l'action aussi, j'ai commencé à transmettre des choses, enfin j'ai prototypé des choses, voilà, en gros, tout en suivant une intention et en suivant les opportunités par sérendipité. Donc, aller casser ses routines, parce qu'on n'est pas... changer de rythme, ouais. On n'a pas tous l'opportunité, on ne va pas se mentir, c'est un privilège que tu as aussi de pouvoir voilà, prendre ce temps long, c'est pas possible Exactement. pour tout le monde, mais en tout cas, casser ses routines, aller vers le nouveau, des nouveaux lieux, des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes. Qu'est-ce que j'ai entendu aussi ? S'observer et puis se compléter. L'attitude Yes Man, quoi, un peu. T'as déjà vu ce film avec Jim Carrey ? Donc, à partir du moment où ça répond à ton Z, à ton intention, te laisser surprendre, quoi. C'est pas oui à tout. C'est oui à ce qui répond au Z. À ce qui répond au Z, ouais. Oui, parce que dans le film, c'est un peu plus caricatural que ça, mais ok. Et prototyper, quoi. La théorie des petits pas aussi, de tirer le fil, la sérendipité, c'est ça aussi. Hein, c'est pas qu'une attitude passive de tiens, je suis allé sur Internet, j'ai vu cette page, puis ça m'a emmené vers cette page-là. Mais c'est aussi d'aller tirer le fil, de comprendre par l'action, de valider. Oui. Du coup, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu as compris, appris et peut-être décider pour la suite, quels ont été les bénéfices de cette jachère fertile de presque 1 an, et puis peut-être que tu peux nous dévoiler un peu ce que tu comptes faire pour la suite, parce que je sais que c'est encore émergent, et voilà, je cherche un scoop pour cet épisode. J'entends. Qu'est-ce que ça apporte de prendre ce temps long ? De la clarté. De la clarté sur... en fait, j'ai eu cette opportunité, dans le brouhaha du monde actuel, de clarifier ma boussole intérieure. C'est quoi les piliers pour moi ? Qu'est-ce qui est important ? Et comment naviguer avec mes propres principes dans ce monde-là ? C'est quoi ? Et de faire mes choix en fonction. Par exemple... ce que je cherche, j'ai différentes formules, et puis c'est en anglais parce que c'est en échangeant beaucoup avec notamment des Anglais que ça m'a aidé à émerger. Mais il y a une formule, c'est effortless impact. Et il y en a une autre, c'est playful leverage. Je les explique rapidement. Effortless impact, pour moi, c'est l'idée de dire je cherche l'efficience en fait et les effets de levier pour moins dépenser d'énergie là où ça marche pas pour la transformation.
Donc je veux, effortless, c'est trouver les endroits où ça va permettre de se diffuser avec de l'énergie, de la fluidité. Je cherche la fluidité, c'est la fluidité dans l'impact, dans le modèle économique, etc. D'ailleurs, au moment où on se parle, je suis en train d'écrire, de finaliser une newsletter qui est sur la comparaison de l'efficacité vue par les Occidentaux et l'efficacité vue par les Chinois, les stratèges chinois. Et donc, c'est notamment cette différence entre efficacité et efficience. Et il y a plein d'autres dérivés derrière, mais du coup, le effortless, il est beaucoup inspiré de cette philosophie du Wu Wei, c'est la philosophie du non-agir. C'est ça le stratège chinois alors ? Ouais, le stratège chinois, c'est la philosophie du non-agir. Ce n'est pas ne rien faire. Mais non-agir, c'est la formule complète, c'est ne rien faire, mais que rien ne soit pas fait. Ne rien faire de sorte que de rien ne soit pas fait. C'est favoriser les émergences. Ce n'est pas avoir un but, faire un plan d'action, le mettre en œuvre et quand ça coince, doubler d'efforts. Le stratège chinois, il voit les conditions, les facteurs porteurs, et en fonction de ça, il va essayer de se laisser porter par la situation pour arriver à son intention de départ, mais avec le moins d'efforts possible. Son but, c'est la victoire facile. C'est pas la victoire héroïque dans la douleur. Et donc la philosophie pour moi, qui est très inspirante du Wu Wei, ce n'est pas un appel à ne rien faire, c'est un appel à être beaucoup plus efficient et beaucoup plus profond et puissant dans l'impact parce qu'on se laisse porter. Tu sais, ça me parle beaucoup parce que... Alors moi, c'était pas un Chinois, c'était un Indien, Satish Kumar, qui m'avait dit ça, qui rigolait un petit peu de notre culture occidentale et qui disait, mais vous cherchez tout le temps les résultats. Ouais. Et en fait, c'est une grosse connerie, quoi. Parce que, alors ça m'avait frustré sur le moment, parce que ça, sagesse gordienne, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais oui. Et surtout dans un monde dans lequel, tu vois, typiquement, on se retrouve dans objectif, plan d'action, résultat, monitoring, plan d'action correctif, redoubler d'efforts, etc. Et en fait, je crois qu'on perd beaucoup d'énergie comme ça, et que c'est pas forcément ce qui est le plus efficace, sans parler d'efficience, mais c'est un mode de pensée qui fait partie. On va pas se flageller, il y a beaucoup de bonnes choses dans notre culture, hein, attention, mais je pense qu'il fait partie de nos limites culturelles dans ce nouveau contexte. Exactement. Parce qu'on ne sait pas, c'est notre seule recette d'application. Exactement. Et qu'on n'en a pas d'autres, en fait. Exactement. On n'a pas d'alternative à ça. Et c'est intéressant, ça. Tu peux redire la formule, ce n'est pas ne rien faire, c'est ne rien faire pour que rien ne soit pas fait. Mais que rien ne soit pas fait, ou de sorte que rien ne soit pas fait. Ok. Je trouve ça... pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est inspiré d'un livre qui s'appelle Conférence sur l'efficacité de François Julien, qui est un philosophe, qui est spécialiste de la philosophie grecque et chinoise, du coup qui compare les deux. Et lui dit, l'idéal c'est d'avoir deux jambes en fait, c'est d'être capable de naviguer entre les deux, d'être capable d'être dans ces deux modes. Enfin, c'est pas rejeter notre mode de pensée, mais c'est arriver à naviguer entre les deux. Alors pourquoi je dis ça ? Oui, parce que ça c'est mon effortless et j'ai quelque chose autour du playful leverage. C'est comment en fait c'est retrouver dans mon quotidien vraiment de la créativité et de l'innovation. En fait, je veux, si tu veux, l'image c'est je veux focaliser sur la qualité de ce que je fais, de ce que je produis au quotidien. C'est pour ça que je creuse la création de contenu. Pourquoi ? Parce que la création de contenu, c'est... On peut expliquer ce que c'est, parce que c'est un terme qui se comprend de tout le monde, mais qui est assez spécifique aussi, qui est utilisé notamment sur les réseaux sociaux, donc sur le digital. Qu'est-ce que c'est ? Comment tu le définis, toi, la création de contenu ? Pour moi, c'est... créer et partager du contenu éducatif qui aide les gens. Il se trouve que ça peut être sur Internet ou de plein de manières, ça peut être de la formation en présentiel, etc. Mais donc je creuse cet aspect-là. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est un petit peu l'image de l'artisan, de l'orfèvre, de l'artisan japonais qui fait vraiment de la qualité en profondeur. Et qui focalise là-dessus. 80% de mon énergie, je veux que ce soit mis sur la qualité de ce que je produis, de l'intention, et pas l'objectif de résultat. Et en faisant ça, et en l'associant avec le levier d'Internet notamment, parce qu'Internet est un levier infini en fait. On a une chance incroyable, c'est qu'en créant une fois, ça peut être diffusé 2 fois, 10 fois, 1000 fois, 1 million de fois peut-être, mais
si la qualité, si ça résonne profondément et si ça aide profondément les gens dans leur vie, alors ça peut être diffusé largement. Et donc moi je veux focaliser profondément sur la qualité. En fait, une des frustrations que j'ai eues dans les missions que j'ai eues dans les dernières années, c'est qu'en fait, j'étais super structurateur, méta, en conseil d'administration, tu administres, tu pilotes, donnes des conseils, mais tu n'es plus dans le cœur de métier de ce qui, au début, m'a donné l'envie de créer ce métier-là. Et donc, je veux retrouver ça. Moi, ce que j'adore, c'est explorer, expérimenter et partager des pépites qui aident à mieux agir. Voilà. Et donc, je veux être rémunéré pour ça, pleinement. Donc, la création de contenu, ça permet de créer des modèles différents, des modèles économiques qui te permettent d'être rémunéré pour faire ça comme métier. Donc c'est ça que je creuse profondément, qui est dans la même veine que ce que je faisais avant, mais qui a un levier complémentaire que j'explore. Donc je le vois comme 2 piliers. Un pilier de création de contenu, donner des clés pour agir dans ce monde en grande transition, et aussi contribuer à des mouvements qui existent pour les aider, les amplifier, avec l'expérience, le vécu, ce que j'ai vu, voilà, les aider à amplifier des mouvements qui existent. Ok, donc un pied dedans, un pied dehors, quoi, quelque part, de garder ton autonomie, ta liberté de penser, du temps long pour créer, et à la fois d'aller ponctuellement dans du plus opérationnel, un peu en mode projet pour retrouver un collectif. Exactement. Ça me parle beaucoup. Et tu disais qu'il y avait peut-être la place pour... qu'il y avait peu finalement aujourd'hui de créateurs de contenu. Ça existe beaucoup, notamment d'un point de vue digital, sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose, on lit ça pas mal sur LinkedIn, sur YouTube, etc. Mais que finalement, pour l'impact positif, il n'y en avait pas tant que ça finalement de créateurs de contenu. Je fais un peu le même constat. Ce serait bien de fédérer un peu tout ça, quoi. Ouais, pour moi, il y a beaucoup d'influenceurs qui vont parler des défis et puis qui vont avoir une vision politique. Et il faut qu'il y ait ça. Mais moi, j'aimerais bien être un empowerer, donner des clés pour de redonner du pouvoir d'agir, qui est en complément, en fait, qui aide concrètement dans la vie des gens à se ressaisir du monde dans lequel on vit et puis savoir ce qu'on fait au quotidien. C'est vrai que tu disais influenceur, c'est un peu comme le mot de lobbying. C'est des mots qui sont très péjoratifs parce qu'on les associe à des choses. Alors les influenceurs, c'est pour des choses peut-être un peu superficielles. On pense influenceur, on va penser Nabila ou des choses là. Lobby, c'est pareil, on pense aux grandes industries. Mais finalement, c'est pas si on sort de notre spectre et notre culture française, c'est diffusé. Et si on pense que nos idées sont louables, c'est pas mal d'influencer finalement. C'est un côté assumé et à grande échelle. Okay. Bon, on aura des choses une discussion à prolonger parce que c'est aussi mon optique. Pareil, qu'est-ce que tu conseillerais sur la base de ton expérience personnelle de cette grande transition? Quelqu'un qui se sent en fin de cycle, est-ce qu'il y a, on a déjà partagé quelques éléments avant, mais est-ce qu'il y a, fort de cette expérience de vie-là, un apprentissage que tu peux partager justement à celles et ceux qui sentent qu'ils sont en fin de cycle? Bon, fin de cycle, ce ne serait pas la formulation que j'utiliserais dans mon cas, par exemple. Tu vois, enfin, je ne l'ai jamais utilisée. Pourquoi pas, je l'accueille, etc. Mais je ne la formulerai pas comme ça. Mais qui, pour moi, la meilleure chose qui aide à discerner, si tu veux, à chaque fois que j'ai eu des éclairs de compréhension, des sauts quantiques, tu vois, d'un coup, tu ne fais pas un peu de compréhension, ça te tombe dessus. À chaque fois, c'est quand j'ai marché une semaine dans la nature. En tout cas, j'ai déconnecté, créé du vide, été dans la nature et marché. Je pense que le fait d'être en mouvement et de marcher, ça joue. Et tu vois, ça m'est tombé dessus, par exemple, le moment où je me suis dit, il faut que je fasse ce pas de côté. C'est suite après avoir fait un grand bout du chemin de Stevenson pendant une semaine avec un ami.
Et paf, ça m'est tombé dessus. Avant, je ne voyais pas. Tu sais que c'est l'origine, alors à vérifier, hein, tout est sourcé maintenant, enfin, fact-checké comme on dit, mais je ne crois pas dire de bêtises, je crois que c'est l'origine de l'école péripapéticienne d'Aristote. C'est ceux qui pensent en marchant. Ouais, il enseignait en marchant, exactement. La marche, ça a énormément de bienfaits. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Et surtout, d'amener de la clarté. Et donc, mon conseil, ce serait... je ne sais pas si les gens se disent « je suis en fin de cycle », enfin, je ne sais pas s'ils le formulent comme ça, mais en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, ça fait longtemps que je suis fatigué d'un truc, mais je ne sais pas quoi. Je sens que je ne suis pas à mon plein potentiel, je suis un peu frustré de quelque chose, mais je ne sais pas dire quoi. Bah, le fait de prendre un temps long de marcher dans la nature, pour moi, ça paraît, je veux dire, à la fois, ça paraît anecdotique ou ça paraît pas très efficace de faire ça. Enfin, c'est un formidable accélérateur de clarté. Okay. Un autre paradoxe de la nature humaine, se remplir par le vide, en créant du vide. Intéressant. On a beaucoup tourné autour du sujet, de ce mot de leadership. C'est un mot, moi, que j'apprécie. Alors, je suis un peu en bataille contre tous les mots qui sont à la mode et surutilisés. Peut-être que je baigne dedans depuis trop longtemps aussi, mais pour moi, le mot de leadership, il renvoie un peu trop à cette notion de leader qui est la personne. D'ailleurs, on pense plutôt à un mec, bizarrement, tu vois, dans cette vie, ce truc patriarcal. Je trouve que ça renvoie plutôt dans l'image qui est véhiculée du masculin, de la personne charismatique, éloquente, qui prend la lumière. Et toi, tu as témoigné justement que tu avais peut-être trouvé ta forme de leadership. Moi, j'ai choisi le terme de capitaine parce que je pense qu'on a quand même besoin d'autorité. D'une autorité, c'est pas un mauvais mot non plus dans notre monde actuel. Mais il y a aussi cette notion, cette réconciliation que je fais entre le leadership et le leadership personnel. C'est-à-dire, pour moi, c'est ça, être capitaine de sa vie. C'est déjà d'être son propre leader pour soi. Et voilà. Mais cette petite introduction, pour juste te poser la question, il n'y a pas de définition du leadership, mais ce serait quoi ta définition à toi ? Il y a une définition qui m'a marqué. J'ai eu la chance de suivre une formation leadership aux États-Unis il y a 3-4 ans. Ça m'a marqué. La définition, c'était le leadership, c'est la capacité à créer des futurs qui n'existent pas. Et pour moi, c'est très vrai. Enfin, je garde cette définition. Et en fait, c'est à la fois, ça peut être à un niveau sociétal, ça peut être créer un nouveau monde, mais ça peut être aussi dans un projet, en fait. C'est juste, je ne sais pas, s'il y a un moment dur que tout le monde vit, et il faut se serrer les coudes, et ben, le fait de trouver les bons mots au bon moment, de la bonne manière, et amener des perspectives nouvelles, positives, et donc que tout le monde se resserre, et donc on y arrive, pour moi, c'est faire preuve de leadership. Tu as créé un futur qui n'existait pas, parce que ça s'est croulé doucement. Donc ça, c'est à différents niveaux. Et donc pour moi, c'est ça. Le leadership, c'est la capacité à inventer des futurs qui n'existeraient pas si tu n'étais pas intervenu à un moment d'une certaine manière. Quelles seraient les qualités du leader moderne dans le monde qu'on a déjà décrit et dans le contexte qu'on décrit actuellement ? Être elle ou lui, ça veut dire que la première qualité, c'est d'être pleinement soi. Et c'est d'être leader à sa manière. Il y a autant de manières d'être leader que de personnes. Et donc, ce n'est pas calqué comment on fait les autres, ou le leadership, il est d'une certaine manière peut-être un peu masculine, etc. Donc, il faut reproduire ça. C'est inventer sa manière d'être pleinement leader. C'est pour ça que se connaître ses talents et tout, c'est clé. Parce que c'est en jouant pleinement là-dessus que on ne dit pas « je veux devenir leader », en fait. On est, par la force de la vie, on est amené dans des positions où on fait preuve de ça, ça nous tombe dessus, c'est naturel, et les autres nous disent « waouh, j'ai bien aimé quand tu as fait ça, on continue, etc. » Enfin, on ne le décide pas. On le devient parce qu'on sent que c'est juste à ce moment-là, que la situation le permet, etc. Et donc, du coup, donc là, pour moi, la qualité première, c'est être soi-même. Alors, je t'interromps là, parce que je pense que le moment est bien choisi. Je voulais te faire une petite surprise. Je me permets de prendre mon téléphone. On est en live comme à la maison, au coin du feu. J'ai vu qu'il y avait du feu aujourd'hui. Parce que j'ai voulu faire une petite surprise.
Et j'ai demandé à Joséphine, Allez. justement, quelles étaient tes qualités en tant que leader, elle qui te connaît bien. Donc, c'est là où peut-être l'ingénieur son va s'arracher les cheveux, parce que je vais le faire à travers mon téléphone. Mais si ça passe mal, on le fera, on se rattrapera au montage. Donc, je te fais écouter Excellent. son message. Merci. Bonjour Baptiste, salut Matt. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ce petit témoignage surprise. Pour moi, Mathieu, tes principales qualités en tant que leader, je te l'ai déjà partagé, mais je le redis ici. C'est à la fois de définir une vision et d'embarquer plein de gens de plein d'univers différents autour. C'est d'activer tes talents et de savoir activer ceux des autres autour de toi. Dans tes grandes qualités de leader, il y a ta capacité à écrire et à formaliser des idées, des concepts qui donnent envie, et pareil, qui embarquent largement. Et surtout de réussir à faire tout ça avec une humilité qui est super précieuse et très inspirante pour les gens qui sont à tes côtés. Tout ça s'est notamment super bien illustré dans la passation qu'on a vécue ensemble dans le cadre là de Ticket for Change récemment et dans l'ouverture pour toi de ton nouveau chapitre professionnel. Voilà, c'est l'anecdote, en tout cas le souvenir, l'exemple qui me vient en tête et qui illustre super bien ces qualités de leader. Et les aspects que je te conseille de continuer à développer pour être un leader encore plus accompli, parce que c'était la question, ce serait peut-être de ne pas hésiter à être encore plus assertif sur toi, tes envies, tes besoins, tes convictions, tes intuitions. Elles sont toujours justes et c'est toujours super précieux de les entendre. Donc de ne pas hésiter à y aller à fond là-dessus, même si... voilà, ça créera peut-être du désaccord ou voilà, tout le monde se reconnaîtra peut-être pas là-dedans, mais en tout cas, je trouve que c'est toujours voilà, super précieux de t'entendre là-dessus. Donc, de pas hésiter à continuer à travailler cette assertivité. Voilà. Voilà. Merci. Le message de Joséphine. Merci pour cette surprise et Jo est toujours aussi sympa. Merci à elle pour ces mots. Ben ouais, qu'est-ce que tu en penses? Elle a nommé beaucoup d'éléments que tu as déjà cités, l'humilité, etc. C'est contre-intuitif de penser que c'est des choses qu'on entend beaucoup, le leader il s'efface, etc. Mais il y a un paradoxe quand même, puisqu'il faut aussi avoir cette assertivité. Encore une fois, c'est une question de curseur en fait, quoi. Ouais, pour moi, il s'efface, oui et non. Enfin, une autre définition que j'aurais du leadership, ou en tout cas, moi, peut-être réussir, c'est quoi de ce point de vue-là? Pour moi, un bon leader, il crée des leaders. Et donc, il s'efface, oui et non. Il s'efface, oui, parce qu'à un moment, il faut passer la main, il faut faire grandir les autres, il faut les aider à se déployer encore plus loin. Et en même temps, il ne s'efface pas parce qu'il y a encore besoin de liens. Ce n'est pas de disparaître. Mais pour moi, j'adore cette idée-là que en fait, on n'arrivera à faire nos défis collectifs que s'il y a plus de leaders et que réussir quand on aspire à jouer un rôle, c'est de faire émerger plein de leaders. Puisque l'entreprise est un formidable levier de changement, qu'est-ce qui manque dans les organisations, quelles qu'elles soient, pour penser différemment cette notion de leadership? Pour moi, on est dans un changement de paradigme. Et on est aujourd'hui dans un paradigme actuel, depuis 200-300 ans, qui est basé sur le toujours plus, la croissance, le toujours plus vite, qui crée ce phénomène d'accélération, qui centralise, qui est basé sur le contrôle, qui homogénéise aussi, donc il y a moins de diversité, qui est en fait une mentalité assez d'ingénieur qui est sur l'efficacité. Et en fait, pour moi, le défi, c'est de créer un nouveau paradigme qui est sur un nouveau socle de valeurs ou de vision du monde, qui est sur une vision du monde beaucoup plus inspirée du vivant, qui est pas sur du toujours plus. Parfois, il y a de la croissance, parfois, il y a de la décroissance. Ça dépend. On fait croître, on fait décroître, c'est des cycles. C'est quelque chose qui valorise beaucoup plus la diversité des potentiels, des talents, etc., qui
va trouver le juste rythme aussi, qui n'est pas dans l'accélération tout le temps. Parfois, il faut accélérer. Parfois, il faut accélérer. Parfois, il faut décélérer. Il faut trouver le bon rythme. Et donc, c'est quelque chose... Donc, on est dans l'émergence d'un nouveau paradigme que l'on ne connaît pas bien encore. Personne, je crois, peut dire... Alors, il y a plein de mouvements. Il y a le régénératif, la perma-entreprise, l'économie symbiotique, etc. etc. Mais au fond, on ne sait pas très précisément à quoi va ressembler ce nouveau paradigme, même si on peut en avoir des grands principes. Et donc, être un leader, je reviens à ta question, pour moi, être un leader dans ce contexte-là, c'est de travailler à l'émergence de ce nouveau paradigme. Même quand on est à la tête d'une organisation qui fonctionne dans le monde actuel, c'est comment, avec mon rôle, je peux favoriser la transition vers ce nouveau paradigme, parce que mon entreprise, elle en a crucialement besoin, elle a besoin de fonctionner pour être pérenne dans ce mode de pensée, et pour en fait l'ensemble de la société, il faut faire cette transition-là. Et donc, c'est pas freiner cette transition, c'est l'accélérer avec ses leviers propres. Donc, quand on est un manager, enfin n'importe quel salarié a plus ou moins de marge de manœuvre, plus ou moins, parfois très petite, mais parfois bien plus grande qu'on pense aussi. Donc, comment, de là où je suis, je peux participer à faire émerger un futur qui n'existe pas vers ce nouveau paradigme, faire émerger un futur qui n'existe pas, même quand je suis dans mon département, dans mon métier et tout. Parfois, on a des marges de manœuvre énormes. Si tu choisis, j'en sais rien, tu es dans une entreprise et tu choisis tous les fournisseurs, parce que tu es acheteur, tu choisis les fournisseurs avec qui tu travailles, tu as une marge de manœuvre énorme. Alors certes, il faut faire valider les décisions, etc. Mais tout le monde a une certaine marge de manœuvre là où il est. Alors, je me fais l'avocat du diable, même si je suis chef d'entreprise, d'une PME, admettons. Je suis quand même régi à peut-être une banque à qui je donne un prêt, je suis peut-être régi à des investisseurs, des actionnaires. On est un peu tous prisonniers, et même dans l'associatif, tu l'as vécu, on est dépendant de fondations d'entreprise, de cette culture du résultat dont on parlait tout à l'heure, Absolument. Qui nous cadenasse. Si je t'écoute, finalement, il faudrait libérer la notion de leadership en essayant de se détacher de cette idéologie de la croissance continue, de s'autoriser à dire on a réduit cette année, mais c'est pas grave, parce qu'on a compris, on a pas simplement eu des apprentissages, mais on a eu d'autres victoires, on a planté des graines, on s'est réconcilié avec le temps long, mais on est aussi en entreprise déconnecté de ce temps long. Il y a juste un point que je voulais rajouter, c'est quelque chose que je vois très nettement en entreprise, c'est dis-moi comment tu me mesures, je te dirai comment je me comporte. Et il y a une logique d'indicateur de performance où on est dans une hyper-rationalité de notre société hyper rationnelle où tout doit être mesuré. Aujourd'hui, on mesure l'engagement au travail, etc. Et je ne dis pas qu'il faut être complètement à l'inverse et ne rien mesurer, mais là, on est étouffé par ces indicateurs de performance. Et or, quand on a un tableau de bord où ça clignote de partout et il y a trop d'indicateurs, on ne mesure plus rien. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Il y a de l'idéalisme et du pragmatisme. Pour moi, c'est faire émerger ce nouveau monde et ce nouveau paradigme et l'incarner, tout en vivant au quotidien dans la réalité du monde actuel, qui a ses codes, ses règles, ses normes, ses acteurs, ses contraintes. Donc c'est faire l'aller-retour sans cesse. Mais en tout cas, on n'amènera pas un monde différent s'il n'y a pas des gens qui le prototypent, qui l'inventent, qui font l'aller-retour en permanence. Sinon, on restera toujours dans le modèle actuel qui nous coince aujourd'hui pour faire... on dépasse les limites planétaires. Donc, de toute façon, ce n'est pas pérenne. Ce n'est pas viable. Et donc, c'est comment être leader, c'est trouver ce juste équilibre entre cet idéalisme et ce pragmatisme. C'est aussi avoir la responsabilité du quotidien. Et donc, c'est trouver ce juste milieu en permanence. Finalement, quand je t'écoute, on retombe sur le modèle ABZ. C'est de communiquer, définir déjà notre intention en tant que leader, de notre philosophie peut-être, de notre intention globale, qu'elle soit comprise par les autres et partagée si possible. Et après de mettre son énergie sur le B, quoi, en fait. Oui, absolument. On retombe... Il y a quelques questions que j'avais envie de te poser qui n'étaient pas forcément dans une partie ou dans une autre. Mais non, il n'y avait rien de plus qui me venait sur la partie leadership. Non, je me posais la question de savoir, tes poteaux là, d'école de commerce, de SCP, parce que tu étais quand même, de par ta formation, ton diplôme,
tu pouvais légitimement espérer une place très très bien rémunérée, peut-être dans une grosse société du CAC 40, gravir les échelons et là aussi avoir de l'influence, changer les choses peut-être de l'intérieur. J'anticipe ta réponse de me dire que tu n'as pas de regret, que tu es très content d'avoir fait ce choix-là. Mais est-ce que ça t'a traversé l'esprit d'agir à un autre niveau dans l'entreprise ? Ouais, c'était... à un moment, j'ai fait une année de césure et on a fait, tu l'as mentionné au tout début, avec un ami Jonas, on a fait un voyage où on est allé rencontrer des acteurs de changement dans différents pays. On a rencontré plein de gens et on leur posait différentes questions pour nous-mêmes nous éclairer dans nos choix professionnels, nos choix de vie, nos choix professionnels. Une des questions, c'est un chapitre du livre qu'on a sorti à la suite, ça s'appelle « À la rencontre des entrepreneurs qui changent le monde ». Un des chapitres, c'est pour changer les choses, est-ce qu'il vaut mieux gravir les échelons d'une organisation et avoir plus d'influence ou démarrer petit et être plus libre, mais tu ne sais pas exactement l'impact que ça aura. Et on a filé la méta. Donc en fait, la réponse, c'est les deux sont possibles, hein, et on a besoin des deux, mon capitaine. On a besoin des deux. La barque. Exactement. Exactement. Et donc on a filé cette métaphore en disant, bah voilà, il y a la stratégie du paquebot, où tu vas peut-être faire pivoter le paquebot de 2, 3, 4, 5 degrés, mais en même temps, il y aura 100 000 personnes dessus, et puis tu pourras influencer des millions de personnes, etc. Si tu démarres avec ta barque, bah peut-être ça va impacter très peu, mais tu peux direct partir à 90 degrés, en tout cas tu peux créer ton modèle un petit peu optimal, même si tu vas quand même devoir faire face, en tout cas jouer avec les règles du jeu, hein, va falloir te financer comme les autres, hein, pour que ce soit durable. Donc tu ne seras pas 100% libre, hein, il va falloir trouver le juste équilibre. Mais en tout cas, c'est le modèle de la barque. Et puis, il peut y avoir de plus en plus de personnes dessus. Ça peut être une petite grosse barque. Et puis, il y a il y a aussi ceux qui vont poser les balises. Celles et ceux qui vont poser les balises, aider à prendre les bonnes directions, etc. Donc, il y a plein de rôles. Ça, on appelle ça donc les intrapreneurs, les entrepreneurs. On parlait d'infrapreneurs qui aident à l'infrastructure. En tout cas, il y a plein de manières de faire. Ça dépend de nos envies, nos contraintes. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il y a du risque aussi. Et du lien avec nos capacités, si on le sent, etc. Et puis surtout, on peut faire plein d'allers-retours. On peut être l'un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, revenir à l'un, etc. Ok. Plus on me parle, plus j'ai l'impression que le point de départ, je me mets toujours à la place quand j'enregistre des épisodes comme ça de personnes justement qui sont en quête de sens, en quête de renouveau, qui sont sur le chemin. Je me dis, la priorité, c'est quand même de forger son propre Z, quoi, pour rester sur ce vocabulaire-là, de parler de son intention personnelle. C'est son intention, j'allais dire, stricto sensu personnelle, c'est qu'est-ce que je veux pour ma vie, déjà. Moi, il y a un exercice qui m'a chamboulé, il y a eu un avant et un après, c'est la rubrique nécrologique. On m'a demandé d'écrire l'article que je serais fier de lire à propos de moi une fois que je serai plus là. Alors, c'est un peu glauque, je l'ai réécrit pour les jeunes de manière un petit peu plus positive, mais l'idée c'est ça, c'est le Z, hein, c'est vraiment se donner une intention. Ouais. Et je pense que sans ça, c'est quand même difficile d'être capitaine de sa vie. Ouais. On n'est pas obligé de se torturer l'esprit et de tout décortiquer, de tout analyser. Voilà. Faut se laisser des fois aussi porter par la vie. Mais je crois je ne sais plus qui disait, une vie non examinée ne mérite pas d'être vécue. Il y a un peu de ça quand même. Une alternative... Là, tu fais la vision de ta vie quand tu fais ça. Ouais, c'est ça. Mais ça peut être aussi une vision de mon intention personnelle pour ce que j'aimerais voir dans le monde. Ouais. Je crois beaucoup à la triple connexion, quoi. Être connecté à soi, être connecté aux autres et être connecté, on l'appelle un projet, on l'appelle l'environnement au sens large. Tu vois, c'est le grand tout, quoi. Ouais. Je crois que le fait d'être capitaine de sa vie, c'est d'être à l'interstice de ces trois connexions-là. Le développement personnel aujourd'hui oriente beaucoup sur être connecté à soi. Ouais. C'est pas mal, hein, je dis que c'est pas que ça, mais c'est comment je me relie aux autres. Me relier aux autres, c'est comment j'ai envie d'incarner mon rôle de père de famille, de fils, de père, de sœur, voilà. Comment j'ai envie de m'inscrire dans une équipe, comment j'ai envie de m'inscrire dans mon environnement proche, dans mon territoire, dans ma communauté physique. Quel rôle j'ai envie de jouer. Et puis,
un projet de vie. Alors, j'aime pas le mot projet parce qu'il est très école de commerce, mais une philosophie de vie. Une philosophie, un développement, des projets au sens ce que j'ai envie d'accomplir, quoi. Je trouve que c'est un peu ça. Bon, bref, j'étais un peu... Non, mais une manière si on n'est pas forcément à l'aise avec faire sa nécrologie, une des manières, alors c'est plus professionnel, mais c'est faire le discours de départ à la retraite qu'on aimerait Je l'ai mis sur recevoir. LinkedIn comme ça. J'ai poussé jusqu'à 95 ans. D'accord, voilà. Okay. Pour que ce soit pas trop glauque. Mais quelque part, tu vois, c'est intéressant quand même d'expliquer, de se confronter à cette idée de mort, parce que je trouve que oui, c'est pas très réjouissant, mais je crois que ça fait partie de la philosophie. C'est Memento Mori, c'est souviens-toi que tu vas mourir. Exactement. Et chaque matin, je me souvenais pas, mais c'est se rappeler que voilà, on n'est pas éternel. C'est le fameux discours de Steve Jobs qu'on ressasse de temps en temps, le discours de Stanford en 2005 où il raconte un peu ça. Et je trouve que c'est pas. Faut pas se lever tous les matins en pensant à ça, mais se reconnecter, en fait, de dire qu'on n'est que de passage. Je trouve que ça nous aide à nous reconnecter aux aides, quoi. Moi, ça m'aide beaucoup. Tu vois, sur mon téléphone même, dans ma home, il y a une appli qui te rappelle Memento Mori, en fait, tous les jours. Ça s'appelle Stoic. Et tu vois, Memento Mori, c'est la première chose qu'on voit sur mon téléphone. Et ça, il y a un nombre de jours, ce sera pas le vrai nombre, mais c'est un rappel que en fait il faut que je mette mon énergie là où c'est important. Donc tous les jours il te dit combien de temps il te reste à vivre statistiquement? Voilà, statistiquement je pense, ouais. Alors t'en es à combien de temps il me reste? Attends, il me reste 32 000 je crois. 32 800, 48. Ça peut être un peu bizarre de faire ça et en même temps les philosophes faisaient ça. C'est Sénèque, il a écrit De la brièveté de la vie. Enfin, c'est juste la responsabilité de se dire que l'on est de passage, que l'on a peut-être plein d'envies et plein de choses à amener au monde, et que le fait d'être capitaine de sa vie, c'est aussi prendre conscience de ça et de pourquoi attendre. On ne sait pas en fait de quoi va être fait de la vie, donc c'est aussi une responsabilité par rapport au temps, à l'énergie qu'on a, de faire ce qui est important pour nous. J'avais une amie qui disait. Il y avait une formule toute simple, et j'adorais, c'est la vie c'est long mais ça passe vite. C'est vrai, hein, parce que quand on te dit 32 000 jours, ça peut paraître énorme. Finalement, ça passe vite. J'en reviens, je rembobine un peu par rapport à ma question initiale. Qu'est-ce que disaient tes potes de promo quand tu leur as parlé de tes projets au départ? Ils devaient rigoler doucement en disant que tu étais un beau naïf, un beau bisounours, et que voilà. Et qu'est-ce qu'ils en disent maintenant quand tu les croises? Est-ce qu'il y en a qui sont revenus en te disant mec, en fait, tu sais, t'as bien fait parce que là, moi, je suis en dépression complète. C'est la cata. Est-ce que ça a évolué en 10 ans, justement, de le regard qu'on pouvait porter sur l'entrepreneuriat social? Est-ce que c'est un peu plus pris au sérieux ou est-ce que ça reste que, pour beaucoup, un truc de farfelu Il y a de tout, comme il y a de tout comme personnalité. Et puis, quand je me suis lancé, il y avait les gens super en soutien, qui trouvaient ça super et qui voulaient aider. Personne m'a dit c'est nul et c'est vraiment... Ou alors je m'en souviens pas, en fait. Je pense que j'ai un filtre aussi à ça. Mais il y a plein de gens qui disaient rien. Voilà, ils regardaient de loin. Bon, c'est bizarre, ça va pas trop marcher, mais enfin, je lui laisse sa chance, on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai un pote qui m'a dit cette année, je n'y croyais absolument pas. D'ailleurs, je te l'avais dit, mais moi, je m'en souvenais pas. Et voilà, et je trouve ça... j'ai suivi et je trouve ça super que ça ait marché. Et voilà, et du coup, tu m'as prouvé que c'était possible, ça m'a donné envie d'eux, etc. Donc, en tout cas, donc ça, d'une part, il y a ça. Donc, moi, j'ai reçu peu de critiques. Ou alors, non, mais il y a une capacité aussi à développer, c'est la capacité à faire le tri dans les critiques. Je donne un exemple, une anecdote. Il y a un expert des modèles économiques qui m'a dit, je m'en souviens très bien, c'était en 2013, au tout début de Ticket, le modèle économique de Ticket, ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, voilà. Bon, il se trouve que c'est un défi, hein. Mais 10 ans après, c'est une vingtaine de salariés, c'est 2 millions d'euros de budget chaque année, etc. Bon, lui, c'est un expert des modèles économiques, il a fait faillite entre-temps. Du coup, si je m'étais arrêté à l'expert qui me disait que ça ne marcherait pas, Ticket n'aurait pas existé. Donc, ce que je veux dire, faut filtrer aussi et prendre appui sur les conseils ou les avis qu'on nous donne
Et il ne faut pas se faire accabler aussi de tous les avis qu'on reçoit. Être entrepreneur et capitaine de sa vie, c'est aussi filtrer. Voilà. Pas confondre persévérance et obstination. Non Savoir plus, écouter aussi. Exactement. Pas toujours. Les deux. Ouais. Exactement. Ouais, non, mais c'est encore une fois, on est dans la nuance. C'est ni l'un ni l'autre. Ouais, le pouvoir de la nuance, on pourrait enfin, tu l'as évoqué, mais dans les capacités dont on a besoin aujourd'hui, il y a vraiment ça. Et voilà, sentir où est-ce que j'écoute plus ou moins ça, etc. Je trouve que c'est terrible, tu vois, je crois que j'ai déjà dit dans un épisode. Bon, la pédagogie passe par la répétition, comme on dit, mais sur ce qu'on nous propose notamment sur les débats, enfin ce qu'on appelle débat sur les plateaux télévisés, mais tu vois, c'est mis en scène, il y a le côté blanc, noir, il faut systématiquement être en contradiction, il n'y a pas de juste milieu, c'est oui ou non, est-ce que vous êtes pour ou contre. Ça, je trouve que c'est un vrai caillou dans la chaussure pour stimuler notre esprit critique et notre esprit de nuance. On t'a souvent associé, on t'a souvent pressenti, mais moi le premier à distance, au milieu de la politique. Ah bon ? Ok. Ouais, je sais pas, j'ai souvent entendu, mais je dis, Mathieu, il fera de la politique. Mais même dans des interviews, on t'a posé la question une ou deux fois. C'est pas quelque chose que tu te dis, c'est pas ma voix. Est-ce que ça a évolué ? Est-ce que tu te dis pourquoi pas un jour ? Comment tu vois c'est un autre levier d'influence, la politique ? Cette année, j'ai réfléchi à quels sont les leviers qui permettent de transformer positivement la société. Et c'est pas celui que je creuse aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a un potentiel dans le contenu diffusé de la bonne manière, qui donne du pouvoir d'agir, des clés. Ça me permet aussi de continuer à structurer ma pensée, mes convictions par rapport à ce monde qui change, qu'est-ce qui est le plus important, etc. C'est pas ma voix aujourd'hui. Ce qui me fait peur dans ce monde-là, c'est... J'ai beaucoup interagi en fait avec le monde politique pendant 3 ans quand on a co-initié une initiative Grandes Écoles de la Transition. On a beaucoup interagi avec des ministères, des députés, différents cabinets, etc. Et c'est un monde qui est assez... qui a des fonctionnements différents. Et donc, je pense que il faut inventer une nouvelle manière de faire de la politique, ça c'est sûr. En tout cas, c'est pas le défi que je creuse aujourd'hui. Ça veut pas dire jamais participer à une aventure avec d'autres. C'est un levier énorme. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que l'entrepreneuriat social, même le plus efficace du monde efficient, aujourd'hui, il ne pourra pas résoudre tous les défis auxquels on fait face. À un moment, il a besoin de soutien politique. Et c'est intéressant de voir que de plus en plus d'entrepreneurs sociaux s'intéressent à ces leviers-là, C'est génial de voir qu'un ancien entrepreneur social est le nouveau directeur de Pôle emploi devenu France Travail. C'est génial, Thibaut Guilluy. Et donc, il y a de plus en plus des réflexions, en fait, de celles et ceux qui ont été sur le terrain qui se disent « Ok, comment on fait pour faire levier et changer les choses en profondeur ?» C'est un des leviers qui existent. Ok. Je vais donner une liste de 10 conseils que tu as formulés. Ok. Je travaille, ça prépare. Ça prépare. Ça. Et je te laisse réagir parce que tu les as donnés il y a quelques années déjà. D'accord. Et voilà, si tu veux les amender, les modifier, insister, développer, tu m'interromps quand tu veux. C'était aller voir le monde, explorer vos curiosités. Ne laissez pas vos idéaux de côté, ça c'est le conseil de discours d'ouverture à l'ESCP que t'avait donné Martin Hirsch. Ouais. Changer de posture, ne pas être dans une posture victimaire, mais à chaque fois se poser la question qu'est-ce que je peux y faire ? Choisir son intuition, devenez entrepreneur de votre vie. Une phrase que j'ai beaucoup utilisée parce que je t'ai entendu de vive voix la dire et ça m'avait marqué, c'est tomber amoureux d'un problème. Ça, je trouvais ça beau. Voilà, ça me parle. Ça peut être d'un problème ou d'une cause. Rêvez grand, bien sûr. Constituez-vous une équipe. Ça, c'était le conseil d'Arnaud de Ménibus au début de l'aventure Ticket for Change. Concrétiser, faire un premier pas, prototyper, travailler dur, être déterminé et faites-le dans la joie. Ouais. Voilà. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter à cette liste ? Il y en a 2 que j'amenderai, je les affinerai. En tout cas, le travailler dur, oui.
parce que on ne fait rien de... En tout cas, ça dépend de quel domaine. Mais je le modérerais, en fait. Et c'est là où je reviens encore une fois à ma stratégie et l'efficacité vue par les Occidentaux versus les Chinois. Le stratège chinois dirait, il ne faut pas travailler dur, il faut travailler le moins possible et que ce soit le plus efficient pour arriver au résultat. Un résultat qui va émerger, d'ailleurs, sur du temps long. Donc, c'est... Mais pour moi, c'est mixer ces deux intelligences-là. Et donc, c'est s'appuyer sur des facteurs porteurs, que les conditions soient réunies. Mais c'est vrai qu'à un moment, en fait, pour moi, il faut apprendre à prendre soin de soi, à trouver le bon rythme quand on veut être acteur de changement, parce qu'on est face à des défis colossaux. Donc, il faut prendre soin de soi, des autres autour de nous, sinon on ne tient pas la durée. Mais c'est vrai que malgré tout, il faut parfois... c'est pas vrai qu'il faut juste faire moins, sinon on n'est pas à l'échelle des défis, en fait. Il y a des moments où ça demande de l'effort, et il faut se le dire aussi. Sinon, tu crées rien de nouveau. Le monde ne t'attend pas, en fait, si tu inventes quelque chose de nouveau. Donc, ça demande une certaine énergie pour mettre en place quelque chose. Mais donc, il faut s'appuyer quand même sur des facteurs porteurs pour que ce soit plus simple. Donc, c'est naviguer entre les deux. Donc, c'est... je sais pas comment je le reformulerai. Mais c'est s'appuyer sur des... C'est faire des efforts là où c'est le plus efficient. Okay. Oui, pas... Ouais. Et tomber amoureux de son problème, pour moi, il y a quelque chose de... En fait, je pense qu'il faut qu'on travaille notre relation au problème aussi. Parce que la mentalité de « il y a un problème », ça, c'est un petit peu du design thinking. Et problème, je vais voir... comment l'adresser, je comprends en profondeur, j'apporte une solution et ça va le résoudre. Mais en fait, on est face à des en anglais on dit wicked problems, c'est des problèmes hyper complexes où en fait il faut plusieurs points de vue, il n'y a pas une solution pour les adresser. Le changement climatique, le réchauffement climatique, c'est ça en fait. La pauvreté. On parle beaucoup de la systémie. Voilà, c'est de la systémie de la systémie. C'est de la systémie et de la systémie de la systémie. Donc, si tu tombes amoureux d'un problème et tu focalises que là-dessus en ne regardant, tu peux avoir des effets de bord en fait. Si tu as des méthodes juste, on va dire, de start-up classique sur un problème, tu peux créer des effets de bord, c'est-à-dire des conséquences négatives sans que tu les vois en fait, parce que tu ne portes pas ton regard là-dessus. Donc c'est plutôt travailler notre relation au problème et trouver des meilleures manières d'adresser. Donc la systémie c'est important, tout en étant acteur très concret sur le terrain, donc prototyper. Ok. On arrive quasiment à la fin de cet épisode. Pas à la fin de nos discussions, j'ai l'impression, parce qu'on a beaucoup en commun et on va continuer. Mais j'avais envie de demander 3 inspirations que tu as envie de partager pour être un peu plus capitaine de sa vie ou capitaine d'organisation, peu importe. Mais 3 choses qui t'ont impacté. Alors, ça peut être un podcast, ça peut être un livre, ça peut être un documentaire, un film, une série, un lieu. Voilà, vraiment ce que tu veux qui peut être bénéfique. Un livre que j'ai adoré cette année, il s'appelle How to Live de Derek Sivers et c'est 27 visions de la vie. C'est un livre très bizarre. C'est 27 chapitres, 27 visions de la vie, c'est 27 manières de voir la vie. C'est de la philosophie de vie en fait. 27 manières de voir la vie et à chaque fois il la décrit, c'est très court. Et c'est juste une accumulation de ces 27 visions qui sont toutes contradictoires avec les autres. C'est impossible de vivre les 27 en même temps. Et donc, je trouve ça, c'était hyper stimulant parce qu'à chaque fois, je me disais dans quelle mesure ça résonne, qu'est-ce qui me gêne là-dedans, qu'est-ce que je trouve super inspirant. Et donc, ça m'a, pour prendre du recul, définir son Z peut-être, sa vision, et puis voir différemment des choses qu'on n'a pas vues, How to Live, extraordinaire. J'adore ça parce que c'est un excellent exercice quand on cherche à sortir de la boîte, comme on dit, think out of the box, là, de multiperception. Tu te poses la question de savoir qu'est-ce que Donald Trump en penserait, qu'est-ce que ma tante en penserait, exactement. Pour prendre des points de vue différents et complémentaires. J'adore. Exactement. Donc, How to Live, il y a une traduction en français, non? Il y a une traduction non, pas sûr, pas encore. Ok. Derek Sivers. Ok. Trouver son endroit pour aller une semaine dans la nature marcher. Tout seul, à plusieurs, peu importe. Si la question c'est bien, qu'est-ce qui permet de nourrir ou en tout cas trouver son endroit où on va pouvoir se reconnecter à soi-même et à sa propre nature. Ok.
Si on n'est pas à l'aise avec la marche et tout, ça peut être une semaine dans un lieu qui nous inspire. Enfin, on va être bien, et puis on va pouvoir se retrouver. Il y a une dernière question qui est ma question récurrente, qui est c'est quoi pour toi être capitaine de sa vie? Donc on en a beaucoup parlé autour, mais si tu avais une définition générale d'être capitaine de sa vie, mais je te laisse quelques instants pour y réfléchir, le temps de conclure et de saluer nos auditeurs et nos spectateurs du jour, puisque l'épisode est aussi filmé et retransmis sur YouTube. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est que normalement le contenu vous a plu, donc vous connaissez la mécanique habituelle. Pour nous donner un petit peu de visibilité, vous pouvez nous encourager par un like, un partage, un commentaire étoilé sur votre plateforme préférée. Si vous voulez en savoir plus sur le projet, c'est www.lescapitaines.com, et je voulais mettre une focale, j'en parlais à Mathieu à midi, sur un outil que j'ai mis en place, qui est une sorte d'auto-évaluation. Ça s'appelle la boussole, justement. On a mentionné ce mot-là. La boussole, c'est un questionnaire. Alors, j'ai pas prétention à ce que ça solutionne toutes vos problématiques, mais ça permet déjà de se poser les bonnes questions. Et puis, en fonction de vos réponses, vous recevrez une synthèse avec quelques conseils généralistes. C'est une première étape, un pas indolore pour se situer dans sa transition de vie. Et vous pouvez trouver ça sur le site www.lescapitaines.com. C'est rapide, gratuit, et vous pouvez le faire sur vos téléphones ou tablettes, PC. Et pour ma part, avant de vous saluer et de laisser le mot de la fin, puisqu'on terminera là-dessus, Mathieu, on terminera sur ta réponse, je voulais dire au revoir avec une citation de Goethe que tu aimes bien, j'ai reprise, qui est « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. » Merci Mathieu pour ton temps. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'être restés avec nous jusqu'à la fin. Et donc, du coup, maintenant, je te laisse sur cette question à $10 000. Mathieu Dardaillon, c'est quoi pour toi être capitaine de sa vie? Eh bien, là, tu mets la pression. Pour moi, c'est créer sa vie, la vie dont on peut rêver, éclairée par le monde dans lequel on vit. Et donc, être capitaine de sa vie, c'est la capacité à fixer son cap, conscient de qui on est et des enjeux du monde qui nous entoure. Et la capacité à se mettre en mouvement, de construire sa boussole intérieure et de se mettre en mouvement et pas à pas aller vers son cap, qu'on a le droit de redéfinir autant de fois qu'on veut dans notre vie. Mais c'est cette capacité à être en mouvement, voilà. Et ne pas être spectateur d'une vie qui passe trop vite. Voilà. Son cap, sa boussole, se mettre en mouvement. Pour moi, c'est ça, être capitaine de sa vie. Merci Mathieu Dardaillon. Merci Baptiste. Merci pour notre échange. I am the master of my fate. Bon, allez, super. Merci. L'important n'est pas ce que tu es, Captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être.